Bonjour à tous, donc nous sommes sur le plateau de Waldeck TV, donc la web TV du collège Waldeck-Rousseau à Firminy. Nous sommes avec donc, Pascal Pacali, l'auteur du livre Supporter FC, et Gabriel Rodriguez, vice-président du FCO Firminy, un club de football local. Alors d'abord Pascal, vous pouvez nous parler un petit peu en 2 mots de votre livre Alors Supporter FC, donc comme son nom l'indique à peu près, c'est sur donc, les supporters de foot, parce que c'est vrai que le foot, sans supporters, c'est moins rigolo. Donc c'est un livre qui parle un petit peu, qui explore divers personnages des footeux. Donc ça va de l'arbitre à l'éducateur, à l'entraîneur, aux joueurs, et donc bien sûr, comme le titre l'indique, aux supporters. Donc j'ai rencontré pas mal de monde. Il y a des supporters d'un petit peu de partout la France. Donc il y a de Paris, Marseille, il y a Lyon aussi. Barcelone et bien sûr Saint-Étienne, vu que quand on est Stéphane on ne peut pas y échapper. Et c'était pour montrer un petit peu l'envers du décor, pour montrer que le foot, il n'y a pas que Messi ou Ronaldo ou que Blatter et toutes ces affaires de corruption. Il y a vraiment des gens qui donnent de leur temps, comme Gabriel, etc., qui sont bénévoles et qui cravachent jour après jour pour faire un petit peu, et pas forcément évoluer les mentalités, mais pour montrer aux enfants un petit peu le foot aussi. C'est pas que ce qu'on voit à la télé, qui est un prisme quand même assez déformant. Donc voilà, il y a une 15aine de chapitres différents sur les divers acteurs dont je t'ai parlé tout à l'heure. Donc Gabriel, vous êtes donc vice-président du FCO Firminy. Alors le club, un petit peu son histoire. Le club date de 1940. C'était à l'époque les houillères de la mine qui étaient propriétaires de tous les terrains. Et puis ensuite, la mine déclinant, ils ont cédé pour le franc symbolique, donc le Stade du Soleil où on a notre siège, et des stades comme Roche-Chamalières par exemple. Et depuis quelques années, on s'appelle maintenant FCO Firminy Insersport, du fait qu'on a le volet social qui a été mis en place par Jacques Cuc, le président, et qui donne un petit peu à notre club un volet social qui est très intéressant. En 2 mots, Insersport, ça se passe comment? C'est des structures, Alors, c'est la multi-activité, donc c'est-à-dire pour des enfants de moins de 6 ans qui ne sont pas licenciés, c'est de pouvoir les mettre dans des conditions de sport, mais pas que le football. C'est-à-dire qu'on leur fait connaître toutes les disciplines qu'on peut, bien sûr, avec les associations de Firminy sportives. Et comme ça, pour les parents, c'est un confort. Le gamin, quand il a l'âge de signer une licence, il saura s'il veut faire du foot, du basket, du hand, ou du chant, ou je ne sais pas quelle activité. Mais ça, c'est un confort pour les enfants, c'est-à-dire leur faire prendre conscience qu'il n'y a pas que le football et qu'il y a d'autres activités sportives ou culturelles qui méritent d'être connues pour qu'ils puissent faire un choix en toute logique. Ça, c'est le volet avec la multi-activité. On a aussi le volet Insersport. Donc le volet Insersport, ça a été la première chose qui a été mise en place. Ça date de 2006. C'est d'aller dans les quartiers à la rencontre d'enfants qui sont un peu livrés à eux-mêmes, qui n'ont pas de licence, qui ne savent pas trop, à la limite, comment gérer tout ça. Les parents ne sont pas non plus là pour effectivement les guider. Et donc, nos éducateurs vont dans ces quartiers, leur faire du football. Et grâce à des partenaires comme Auchan ou la Stas, on leur permet aussi de visiter des entreprises, de voir un peu tous les métiers, comme à Auchan par exemple, il y a beaucoup de métiers, et peut-être pour pouvoir faire des stages. Donc ça aussi, c'est aussi pour pouvoir apporter un plus à ces enfants qui sont un peu laissés pour compte, on va dire. Alors si vous êtes réunis tous les deux, c'est pour parler d'un cas particulier. Zachary qui est un jeune joueur qui est encore au FCO aujourd'hui. Donc c'est un espoir. Un espoir du club. Alors comment ça s'est passé un petit peu déjà? Par exemple, la rencontre avec vous, Pascal, comment vous l'avez senti En fait, déjà, moi, donc j'ai connu Zachary à travers ses parents qui allaient, dont les enfants allaient à la même école que le mien. Et donc, c'est vrai qu'après, comme beaucoup de gens sur Saint-Étienne, on parle vite foot. Et donc, après, on a fait connaissance avec Zachary. Il m'a expliqué que, donc, il avait été au FCO au tout début. Et après, donc, il a été à Vichy, qui est un centre de formation, c'est bien oui, ça. Tout à fait. Et puis après, donc, il a continué avec la SS. Et voilà, donc, en fait, ce qui m'intéressait, c'était parce que donc Zachary a 16-17 ans.
Et c'était de voir justement aujourd'hui, dans ce foot médiatique, vraiment avec plein d'argent, c'est voir un petit peu voilà, si les gamins sont complètement déboussolés ou s'ils ont encore la tête sur les épaules. Voilà. Parce que justement, en plus, l'adolescence, c'est quelque chose voilà, où on rêve assez facilement, et surtout voilà, quand on voit voilà, les stars comme Ronaldo, Messi, etc., qui vendent plus que jamais. Donc je m'intéressais vraiment. Et puis surtout, en plus, donc on est à Saint-Étienne, qui est quand même, à la base, qui est une ville ouvrière, donc Londaine aussi. Et donc voilà, je voulais un petit peu voir où est-ce que Zachary se situait à travers tout ça. Et c'est, voilà, donc après, je sais pas si je peux Et trop... du coup, il est dans quel état d'esprit Eh ben, il a la tête sur les épaules. Donc c'est vrai que c'est très difficile. Après, je pense que, voilà, comme on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que l'esprit de compétition, j'ai l'impression, est de plus en plus jeune. Et donc, entre guillemets, il n'y a pas de sentiment, quoi. Donc, ils savent que pour réussir, il faut vraiment travailler dur. Et c'est là où, il y a quelque part, c'est impressionnant parce qu'ils sont assez matures, très jeunes. Ils savent que, voilà, si on veut réussir dans ce métier, voilà, il faut avoir une certaine hygiène de vie, il faut pas baisser les bras, etc. Donc, mais c'est pas évident parce que quand tu es jeune, quand tu as 15 ans, tu as envie de sortir avec les copains, etc. Et si tu veux vraiment cartonner, eh ben, il faut des fois se priver, il faut avoir cette hygiène de vie qui, voilà, c'est pas évident. Alors, on en parlait un petit peu tout à l'heure, Zachary a été approché par un agent de joueur. Donc c'est vraiment une pression qui est continue sur les jeunes joueurs qui veulent réussir. Comment ça se gère, ça, au niveau d'un club ? Alors je dirais que c'est presque un honneur d'avoir un joueur qu'on a formé au club, de pouvoir intéresser un club professionnel, bien sûr. Donc il était quel club professionnel ? C'était l'AJA, me semble-t-il, Auxerre. Auxerre, oui. Mais il y avait aussi la SS. La SS connaissait Zachary, puisque dans les tournois, on va dire, régionaux, donc la SS a un œil, bien sûr, sur tous les clubs. Alors maintenant, encore plus sur nous, maintenant, puisqu'on est partenaire avec la SS. Mais à l'époque de Zachary, c'est vrai que c'était un très bon élève, Zachary, très intelligent et très bon joueur. Donc il avait pratiquement les qualités pour réussir. Et on voit que malheureusement, le chemin est encore long. Donc ça veut dire que, comme disait Pascal, il faut vraiment s'arracher pour pouvoir effectivement sortir du lot. Mais justement... donc il m'avait expliqué que dès les tournois, en fait, ils savent qu'ils sont détectés. Ah, quoi. Oui, je pense. Ah. Et nous, par Parce exemple... qu'ils sont jeunes, là, dans les tournois. Bien quand sûr. même. Il avait quel âge à ce moment-là ? Il doit avoir 13 ans. Et ils savent que quelque part, c'est pas qu'ils jouent leur carrière, mais enfin, Alors, il y a des gens qui vont les... À 13 ans, je pense que c'est un peu quand même délicat de dire que ça va être un professionnel. C'est pas possible. Parce qu'un gamin, il peut être bon à 13 ans et puis décliner parce qu'il va commencer à sortir, à avoir des copines, je sais pas. Donc tout ça fait que le gamin s'éloigne un peu. Et puis de nos jours, il ne faut pas perdre de vue que les gens vont au ski, les gens ont beaucoup d'activités et que les enfants donc peuvent être tentés de dire bon, j'irai pas jouer au foot ce dimanche, je vais plutôt aller faire du ski avec mes parents. Donc avant, c'est différent. Il y a pratiquement que beaucoup de gamins qui n'avaient que le foot. Donc c'est là la différence. Alors après, Zachary, effectivement, l'ASS avait un œil sur lui parce qu'il avait tout ce qu'il fallait. Être bon à l'école et être bon au foot, c'était pour intégrer l'école de Tesna, qui est justement l'école qui permet, c'est des sections à horaires aménagés. Et donc ça permet de suivre le football, enfin l'élève, et en plus de suivre sa carrière footballistique. Et donc après, bien sûr, il faut se battre. Voilà. Alors le cas de Zachary est assez singulier, il a été approché. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui ont ces rêves comme ça de gloire, de professionnalisme. Mais comment gèrent-ils les échecs ? Comment s'accompagne un petit peu ce suivi psychologique ? Le plus gros problème, c'est les parents. Je crois que c'est les parents qui rêvent que leur fils est un futur Platini. Et là, ça peut être grave, parce qu'effectivement, le gamin va laisser l'école un peu de côté, parce que son père va lui dire « mais t'es trop fort, tu vas être pro, tu vas être pro ». Mais ça arrive souvent ou c'est marginal ? Oui, bien sûr. C'est les parents en bord du terrain qui apportent beaucoup de difficultés au jeu. Parce qu'ils crient, tout le monde se prend pour l'entraîneur n'est pas bon, donc c'est les parents qui... Alors il y a beaucoup de parents, c'est une minorité, je vous rassure, mais il y a beaucoup de parents qui ont envie que leur fils fasse ce qu'eux auraient voulu faire. Voilà.
Est-ce que c'est pas une entrave finalement pour la motivation dans les études, dans le parcours des études? Bien sûr, ça peut l'être. C'est pour ça que les parents ont un rôle important à jouer, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'ils disent à l'enfant, mais même nous, on le dit, je vois Jacques qui dit toujours aux enfants, attention, le foot ne va pas vous nourrir. C'est tellement une minorité qui sort que... Ça, c'est vraiment le discours qui se répète Ah toujours? oui. Enfin, moi, je sais que notre président, c'est ce qu'il dit aux enfants, c'est ce qu'il dit aux jeunes, aussi aux ados, attention, ayez un parcours scolaire, parce qu'un jour ou l'autre, peut-être que le foot, ce ne sera pas suffisant, il faudra que vous puissiez écrire une lettre, que vous puissiez parler en public et tout. Et voilà. Ils l'entendent, les jeunes, ça? Alors, il faut le répéter, bien sûr. Alors, par exemple, si on revient sur le cas de Zach, comme c'est un gamin qui est intelligent, je pense qu'il l'entend et qui... C'est vrai parce que justement, donc, après, on en a reparlé après la sortie du livre, il m'a dit que là, pour l'instant, sa priorité, c'est de finir son bac. Bien sûr, voilà. C'est ce qu'il est en train de faire. Ouais, voilà. Et c'est ça que je lui ai dit, bravo, parce que voilà, il sait que le foot, et voilà, c'est comme vous dites, c'est vraiment une minorité qui en sort et que voilà, au moins, il aura son diplôme au cas où il n'y arrive pas, quoi. Donc aujourd'hui, Zachary est éducateur de jeunes... il fait l'école et il s'occupe d'une équipe de jeunes. 8-9 ans, c'est ça. Donc pensez qu'il leur apporte aussi, pareil, ce même discours. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez un éducateur qui est bon en U19 ou en senior, c'est un peu déjà leur première idole, on va dire. Et ce qu'on essaie de mettre en place, c'est que finalement, tous ces joueurs qui soient bons soient parrains d'une petite équipe. C'est-à-dire que les gamins s'identifient à un senior, parce qu'on joue aussi à un niveau, je dirais, un peu élevé quand même. Et c'est quand même, pour un gamin, de savoir que mon coach, c'est Zach, il a marqué ce dimanche, c'est important pour moi, bien sûr. C'est une politique qui revient souvent dans les clubs amateurs, ce discours? Moi, je connais que c'est au Fermi, donc je ne sais pas. Mais je crois que maintenant, tous les clubs se sont mis un peu à la formation, à avoir des entraîneurs diplômés et tout. Donc, je pense que le discours doit être un peu pareil quand même. D'accord. Alors, Pascal, donc dans votre livre, vous revenez souvent sur le rôle social du football. Finalement, quel est le rôle du football? Comme je dis, en fait, le football, ce qui est bien, c'est que déjà, il y a deux choses. C'est, comment dire, qu'on soit riche ou pauvre, finalement, on a les mêmes chances. Parce que voilà, dans la vie autre que le foot, voilà, si on est né avec une cuillère d'argent dans la bouche, voilà, ça va aider. Tandis que voilà, si on est un fils de riche, mais qu'on est nul au foot, et voilà, on n'ira pas à un niveau quand même. Donc c'est l'un des rares. Le sport, c'est bien parce que c'est vraiment l'égalité des chances, en fait. Et voilà, donc celui qui part de rien peut arriver à tout, comme il y en a beaucoup. De toute façon, les exemples sont multiples dans le football professionnel. Donc en plus, là, je pense beaucoup à ceux qui sont en Amérique du Sud, voilà, tout ce qui est brésilien, argentin ou uruguayen, qui arrivent à... Qui partent de 3 fois rien, ou même comme un Maradona, quoi. Donc voilà, il y a vraiment ce côté égalité des chances qui est très important. Et après, comme on disait, c'est à double tranchant, parce qu'après, il y a aussi la course à l'argent avec les parents derrière, etc. Et puis après, qu'on le veuille ou non, c'est le sport universel. Et moi, j'aime à dire qu'aujourd'hui, le foot, ce qui est bien, c'est qu'on peut jouer avec 3 fois rien, quoi. Donc on peut jouer avec une pelote de laine... voilà, ou même on prend un chiffon, on les met en boule. Pour faire les cages, on prend 2 sacs à dos. Moi, je faisais ça quand j'étais gamin. Voilà, où on prenait 2 pulls, etc., pour faire les poteaux. Et on peut aller dans un pays étranger, je sais pas, un truc perdu en Asie ou en Australie, enfin bon, un truc complètement éloigné. Et voilà, et pas connaître la personne qu'on a en face de soi. Et puis, taper dans un ballon et puis voilà, après faire un premier contact avec une personne qu'on ne connaît pas, et ça, c'est vrai que il y a que le foot qui peut faire ça. Donc c'est pour ça que le foot est beaucoup décrié par rapport à l'argent, etc. Bien sûr, il y a beaucoup trop d'argent dans le foot, mais comme je dis toujours, moi, si on me donne 100 000 euros pour jouer au foot par mois, je les prends. Donc, c'est pas voilà, après, c'est le système qui est perverti, qui est fait comme ça. Puis, il y a d'autres sports aussi où on gagne beaucoup d'argent, mais qui sont moins médiatisés. Donc, on critique le foot parce qu'il est beaucoup médiatisé. Mais ça reste quand même, pour moi, voilà, c'est une chance pour ceux, voilà, de s'en sortir. C'est aussi pour faire connaissance avec, voilà, on peut aller dans... Moi, je me rappelle, je me suis baladé, je suis allé à New York, et voilà, j'ai pu rentrer en contact avec des gens parce que je voyais ils avaient un maillot, ou alors ils s'intéressaient un petit peu, voilà, au foot, parce que donc il y a la MLS en Amérique, quoi. Donc c'est aussi un moyen d'engager une conversation, un contact. C'est un langage vraiment universel. Ouais, tout à fait, ouais. Et c'est pour ça que moi, des fois, je trouve ça...
c'est triste que ça soit autant décrit. Après, c'est compréhensif aussi, mais voilà, il faut pas tout jeter à la poubelle. Et, voilà, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont pas très glorieuses, comme la FIFA, etc., où on voit voilà, les magouilles sur magouilles, etc., et que ça donne pas une bonne image du foot. Après, il y a tout ce qui s'est passé en 2010, etc. Mais voilà, après, c'est tellement médiatisé à outrance, etc., que voilà, il faut pas oublier tous ces gens, tous ces bénévoles, ces éducateurs qui font un travail sur le terrain, justement, pour sortir les gamins un peu de quartiers difficiles et qui, voilà, et qui, en plus, ce travail peut être gâché en 5 minutes, comme on l'a vu en 2010. Donc, c'est vrai qu'il faut trouver le bon équilibre, mais bon, c'est pas évident dans la société actuelle où on cherche avant tout à passer la télé et avoir le maximum d'argent, quoi. Donc, il faut, pour les enfants, leur dire, voilà, il n'y a pas que ça. Je pense que quand même, ça ne doit être pas évident tous les jours. Alors justement, cette surmédiatisation du football, en quoi ça influe sur le comportement des jeunes joueurs que vous aviez pu rencontrer ? Après, c'est pas que j'ai rencontré, mais c'est vraiment, je suis vraiment un supporter et je regarde vraiment pas mal de choses. Et j'ai l'impression, après, Gabriel peut-être confirme-moi, mais qu'il y a de moins en... Enfin, ceux qui arrivent professionnels, par exemple, moi, ce qui me choque, c'est qu'il y en a, ils sont plus passionnés comme avant. Et pour eux, c'est vraiment un métier. Ils regardent pas les... Il y en a qui disent, moi, je regarde aucun match à la télé, je m'en fous. Voilà. Donc ça, c'est un truc, moi, ça me désole parce que voilà. Donc et il y en a, ils regardent d'abord les clauses dans le contrat avant de voilà. Ils savent même pas l'histoire du club. Il y en a, ils font des conférences de presse. On leur pose une question sur l'histoire du club, ils savent pas quoi répondre. Donc c'est ça dans cette surmédiatisation qui m'attriste. C'est vraiment les pertes de valeur totales, quoi. Donc, je sais pas si vous me suivez un petit peu là-dessus. Moi, je dirais même que, pour rejoindre Pascal, quand on parle de l'amour du maillot, parfois... Ouais, mais ça, c'est de la communication, parce que des fois, ils font un bisou sur le logo, et puis 6 mois après, ils partent. Ah ouais, donc ça, mais maintenant, je trouve qu'ils le font moins, parce qu'ils savent que les supporters réagissent. Ce qui peut être aussi un peu désolant, c'est un jeune qui sort d'un centre de formation, puis qui part tout de suite à l'étranger. Là aussi, il y a des choses à faire, c'est un peu dommage. Il va faire du banc, alors que s'il reste en France, dans son club, il pourra jouer. Parce que c'est pareil, nous, quand on a un jeune qui part à la SS parce qu'il est bon, que la SS l'a repéré, je les prends en photo pour qu'il y aille, mais il n'y a que des bons joueurs en jeune à la SS. Et donc, une place de titulaire au FCO Firminy, c'est peut-être une place de remplaçant. Alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux être quand on a 10-12 ans, être titulaire dans un club d'origine de cœur, plutôt que de remplaçant dans un club professionnel? Ouais, mais la SS, il y a la l'image. SS, ça fait rêver, justement. Ah oui, bien sûr, tous les enfants rêvent. Mais c'est vrai qu'il y a des exemples. Il y avait un joueur, on ne va pas dire le nom, mais il y avait un joueur qui était parti jeune de la SS, qui était à la Juventus de Turin. Oui. Voilà, et après qui a joué en Angleterre. Et il s'est complètement perdu, déchiré. En Angleterre, il a eu des ennuis judiciaires en plus. Qu'est-ce qui lui est arrivé vraiment Ils sont jeunes, donc ils sont un peu livrés eux-mêmes. Ouais. Il y a de l'argent tout de suite. Puis surtout en Angleterre en plus. Là-bas, c'est vraiment à outrance. Est-ce que c'est pas le premier obstacle justement pour devenir professionnel ce début de carrière, justement, ce moment où on commence à gagner de l'argent? Il y a un exemple à Saint-Étienne qui est parlant, c'est Loïc Perrin, on peut le citer. Moi, je connais bien ses parents. Je peux vous dire, c'est des parents qui tiennent la route et tout. Tout va dépendre de l'entourage. Loïc Perrin, c'est un gars qui tient la route. Et lui, on peut parler de l'amour du maillot, c'est sûr. Mais voilà. C'est comme Anelka, tout le monde sait que voilà, après, s'il avait eu un meilleur entourage, il aurait fait une carrière encore 10 fois plus puissante que ce qu'il a fait. Et tout va dépendre de l'entourage. C'est l'entourage. Voilà, et même malgré l'entourage, est-ce qu'ils ne peuvent pas être influencés par ce qu'ils peuvent voir à la télé, par exemple les interviews de joueurs, etc. Oui, bien sûr. Après, nous, quand vous voyez les jeunes au centre de formation qui sont à côté des pros, où vous voyez des Porsche Cayenne, comme vous voyez des voitures de rêve, comme celle du gardien des SS, enfin c'est des voitures de rêve. Donc comment ne pas perturber un enfant de voir ces joueurs professionnels qui sont sympas, les gars qui sont comme vous, comme moi, mais voilà, qui ont des voitures qui dépassent... Mais même sans ça, je pense que même sans parler de jeunes, même les adultes, ils perdent la boule. Parce que moi, je vois l'exemple de... Comment il s'appelle? C'est Olivier Giroud. Donc, il joue à Montpellier après, qui est parti à Arsenal. Donc, il savait les codes quand il est parti à Arsenal, ce qui n'a pas empêché, entre guillemets, on va dire, de déraper. Parce que donc il s'est fait choper avec une call girl, un truc comme ça, alors qu'il
qu'il est marié, etc. Donc, et donc, c'est en plus, donc voilà, forcément, ça paraît à la une du Sun, enfin, ça fait les gros titres. Et donc, ça, c'est des pièges, voilà, qu'un adulte, normalement, ne doit pas tomber. Il tombe quand même, quoi. Donc, après, je pense que voilà, l'humain est là avec ses faiblesses. Et en plus, en Angleterre, il y a les filles faciles, il y a l'argent. Puis c'est vrai c'est vrai qu'en Angleterre, ils ont une culture aussi de la boisson. Ça, il y en a beaucoup qui l'ont dit. Il y a beaucoup d'alcooliques en Angleterre. Et il y en a un, je crois que c'était Adams qui jouait à Arsenal aussi, après qui est revenu, qui a parlé de ça, etc. Et par contre, c'est vraiment spécifique à Angleterre. Et c'est pour ça, donc, le joueur dont je parlais tout à l'heure, voilà, il s'est complètement perdu en Angleterre, parce que quand on est livré tout seul, etc., qu'on a l'argent facile, qu'on a les filles faciles, bon, à un moment donné, si on n'est pas sérieux, voilà, on s'en sort pas, on dérape, quoi. C'est vrai. Ce même joueur, à l'époque, je crois qu'il gagnait, mettons, 500 € à l'essai, je ne sais pas, il est parti en Italie, on leur donnait 5000. Et c'est des gamins qui font vivre leur famille aussi, il ne faut pas perdre de vue. Donc, oui, puis la Juventus de Turin, c'est quelque chose... Voilà, après, il y a un côté aussi compréhensif. C'est vrai que ça fait rêver. C'est la Juve vous appelle, bon, et puis personne ne cracherait sur de l'argent. Mais comment on en revient, comme on disait, voilà, après, ça va être... Si le gamin, il part tout seul, c'est vrai que c'est très dur pour lui, parce que voilà, quand il part à 17 ans tout seul, c'est... En plus, s'il a le malheur de ne pas parler la langue, voilà, c'est très dur pour s'acclimater, etc. S'il part avec sa famille, je pense que ça doit être beaucoup plus gérable, quoi. Donc, aujourd'hui, les mineurs, en fait, n'ont pas le droit on n'a pas le droit de transférer un mineur d'un club à l'autre. Mais ce qui se passe, c'est que en fait, les clubs, en fait, le mineur peut partir à l'étranger à la condition que ça soit parce que son père déménage, etc. Donc, les clubs, aujourd'hui... Ils achètent l'enfant, mais aussi la famille, le père. En gros, ils vont lui trouver un boulot. Comme ça, il dit, regardez, en fait, l'enfant, il suit son père, etc., quoi. Donc voilà, il y a tout un business derrière, mais voilà, après, est-ce que l'enfant, sur le long terme, ça peut lui servir je ne sais pas. Après, c'est une question de caractère aussi, quoi. Chaque enfant est différent. Pardon, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en fin de carrière, c'est là où on retrouve effectivement le manque. Un jeune qui a un bon bagage scolaire, il va tout de suite se recycler plus facilement. On a des exemples frappants, alors qu'il y en a. Si on avait un peu d'argent, on pourrait se payer des joueurs qui jouaient en D2. Parce qu'ils n'ont rien, ils n'ont plus rien. Ils ont plus... Vous, les FCO, vous pourriez... Il faudrait leur trouver du travail, enfin leur donner un confort quand même, qu'on ne peut pas faire. Mais il y a beaucoup de joueurs qui sont sur le marché de l'emploi, qui n'ont rien. Mais parce qu'ils ont trop dilapidé Ils ont dilapidé et n'ont pas assez été étudiés, ce qui fait qu'ils n'ont pas de base, on va dire, scolaire suffisante. C'est pour ça qu'on se bat, nous, pour que les gamins, ils aient... C'est pour ça qu'on a aussi cette section scolaire aménagée pour permettre effectivement d'avoir des bons bulletins scolaires et de pouvoir jouer au foot. Si le gamin, il n'est pas bon au foot, eh ben, il va... Par contre, s'il n'est pas bon à l'école, eh ben, il sera privé d'un entraînement. On parlait un petit peu donc voilà, des folies de grandeur, un petit peu des diverses tentations. À partir de quand, quels sont finalement les premiers symptômes qui nécessitent un recadrage auprès d'un jeune? À partir de quand on se rend compte qu'il risque de déraper? Alors après, c'est difficile parce que le dérapage peut être dû à plein de choses. Oui, et puis il y a des trucs aussi, des fois, moi je vais en Angleterre, il y en a qui sont accusés de viol, mais ils n'ont jamais rien fait, quoi. C'est juste parce qu'il y en a, ils essayent de soutirer de l'argent parce qu'ils savent que le mec est très friqué, quoi. Donc après, et puis il y a beaucoup de choses ici qui vont être cachées par le club, donc c'est pour ça que c'est difficile, parce que le club, il veut pas ébruiter, quoi. Moi je pense surtout auprès des jeunes, quoi. À partir du moment où ils commencent à avoir un petit peu... La grosse tête. La grosse tête, oui. Ouais. Nous, en tout cas, à Firminy, on a une commission qu'on a mis en place il y a quelques années, une commission de discipline. Alors attention, discipline, on n'est pas des juges, hein, mais s'il y a un travers, on putine l'enfant. C'est quoi un travers? Ça peut être un mauvais comportement à l'école, insulter un prof, taper un collègue dans la classe, enfin, etc., etc. Ça peut être aussi quand il a lu le survêtement du FCO, je sais pas, marauder dans un commerce, voilà. Oui, parce qu'il représente le club. Il représente le club et on dit, voilà, c'est le FCO Firminy. On dit pas c'est un enfant, c'est le FCO. Donc on est très vigilant et on recadre. Parfois on recadre des parents. On les convoque et on dit, voilà, si vous continuez à être
Laxiste. Sur le terrain, en train toujours d'insulter l'arbitre et tout, bon, on sera obligé de priver votre enfant de jouer, puis c'est tout. Mais c'est terrible ça quand même. Ah, c'est terrible. Parce que les parents doivent être normalement l'exemple, quoi. Et, ils sont tout le contraire, quoi. Parfois, il dérape complètement, bien sûr. Et maintenant, le parent peut vous dire, mon fils, il faut qu'il joue devant. Je ne veux pas qu'il joue derrière. Parce que devant, c'est mieux. Ça marque des buts. Alors que c'est quand même... Alors, comment vous réagissez justement par rapport aux parents? On les convoque, et puis Jacques, qui est intransigeant, on les convoque, et puis on leur dit carrément, on en a viré, hein. On dit, on ne veut plus vous voir, puis c'est tout. Mais c'est une minorité, hein. Il ne faut pas non plus en faire une majorité, hein, ces gens-là. Mais il faut le faire, parce que vis-à-vis des autres, c'est comme un gamin qui ne s'entraîne pas, il ne jouera pas. Normal. Même s'il est très fort. Donc il faut effectivement l'obliger à travailler. C'est pas parce que tu es plus fort que les autres que tu ne vas pas t'entraîner. Ou alors avertir s'il ne peut pas venir s'entraîner, prendre son téléphone, appeler l'entraîneur. Et dire bonjour, surtout au début, c'est dire bonjour, parce que là aussi, il faut insister. Pourtant, normalement, dire bonjour, c'est comme respirer, c'est terrible. Donc voilà, on va en revenir finalement. Donc votre livre s'appelle Supporter FC. Ici, on n'est pas loin de Saint-Étienne, donc l'un des meilleurs publics de France, si ce n'est le meilleur public de France. Alors justement, quels sont les divers acteurs que vous avez pu rencontrer par rapport au club? En fait, là, j'ai rencontré une personne qui était à la finale de comme on disait, la Coupe des clubs champions en 76 à Glasgow. Parce que donc, fatalement, c'est l'épopée mythique. Et puis bon, quand même, on se rend compte qu'aujourd'hui, quand on voit la Ligue des Champions, même si c'est un niveau quand même beaucoup plus relevé, ça n'arrive pas tous les jours d'arriver à un tel niveau. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, ça se déroule en 76 et c'est vraiment un autre football, quoi. Donc, il me disait, alors je lui disais, je suppose que t'es parti, enfin dans le stade, t'es avec tes drapeaux, tes maillots. Il me disait, non, mais attends, on est en 76. À l'époque, tout le merchandising comme ça n'existe pas. Donc, et c'est vrai que, moi, je n'avais pas réagi sur le coup. Je dis, c'est vrai que, voilà. Donc, et c'était beaucoup plus sain. Avant, l'année d'avant, il y avait une demi-finale contre Munich. Ils étaient partis la veille sans place. Ils étaient arrivés à trouver des places. Donc, il y avait un côté vraiment très... c'était les 70s. C'était vraiment beaucoup plus serein, plus sain, etc. Et voilà, donc du coup, il y a plein de petites anecdotes comme ça sur leur parcours, sur les matchs. Et donc voilà, un petit peu, on revient sur la finale que tout le monde connaît. Et puis, il y a un autre chapitre, c'est sûr, donc en 2000, la finale de la Coupe de la Ligue, je crois que c'est en 2012, je crois, ouais. Peut-être une année près. Et donc voilà, donc du coup, là, voilà, on passe, ça fait 80, ça fait une 35 ans quasiment. Et voilà, donc c'est montré aussi que malgré tout, la SS est toujours là, que c'est un vecteur qui est très, très, très populaire. Et c'est vrai que, oui, on va dire, enfin, si on peut dire qu'on est le meilleur public de France, mais c'est vrai que moi, comme je disais tout à l'heure, là, quand j'étais à New York, j'ai rencontré vraiment un New-Yorkais pur et dur qui connaissait la SS, voilà. Donc je lui disais que je suis venu de Saint-Étienne, il me dit je connais et tout, les bons supporters, tout ça. Et c'est là où on prend conscience quand même que voilà que donc la SS donc représente Saint-Étienne et pour la ville de Saint-Étienne, c'est une image vraiment importante parce que les gens à l'étranger en ont vraiment une très très bonne image. Donc après, oui, il y a tout ce qui va être après entre supporters, enfin il y a toujours après des débordements, etc. Mais l'image générale reste très très bonne. Donc du coup, j'ai pu revenir un petit peu sur ces deux périodes, un petit peu avant et après, et on voit un petit, voilà. Alors justement, on partait de 76 pour arriver à 2012. Quel bilan vous tirez de ces 30 ans de football, finalement, où l'avènement des médias et puis l'avènement de merchandising, comme vous l'avez dit, quel bilan vous en tirez? Après, il y aura toujours ceux qui vont être nostalgiques et puis... c'est sûr qu'avant, après, c'est difficile parce que dans les années 80, c'était moins médiatisé. Forcément, il y avait moins de chaînes de télé. Il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas les chaînes en continu. Donc, après, il se passait des trucs aussi dans les années 80. C'était pas tout rose. Il y avait de la corruption dans les années 80 en Italie déjà. Donc voilà, il y a toujours eu des histoires d'ego, des bagarres. Le Hazel, malheureusement, c'est dans les années 80. Donc la violence était là aussi. Donc aujourd'hui, oui, c'est vraiment la puissance médiatique qui est développée, puissance 1.
et qui déforme tout, parce que du coup, avant, je pense que les jeunes faisaient du foot parce que voilà, ils rêvaient à Platini, Maradona, etc. Et aujourd'hui, ils rêvent juste à avoir un maximum d'argent, quoi. Donc, c'est ça qui est dommage, c'est je pense qu'on a peu à peu, on est en train de perdre vraiment la passion, quoi. Alors, il y en aura toujours qui sont là, qui ont la passion. Mais voilà, maintenant, c'est vraiment... Puis, il n'y avait pas autant d'agents avant, il n'y avait pas... Voilà, quand on voit, voilà, maintenant, c'est même plus des agents, comme on a vu pour Florian Thauvin, voilà, c'était de son entourage, une personne qui était bouchée. Voilà, après, voilà, c'est un peu tout le monde qui veut. Et puis, voilà, ça peut être le tonton qui va demander, si tu veux transférer mon fils, voilà, tu me donnes tant de commissions, etc. C'est même plus l'agent, c'est tout le monde, quoi. C'est la grande foire, quoi, maintenant, le foot. Et ça, les jeunes, ils n'en ont pas assez conscience que c'est un monde qui est devenu vraiment, vraiment sans pitié, quoi. Alors vous, monsieur Rodriguez, enfin Gabriel, ça fait aussi à peu près 30 ans que vous êtes au club de Firminy. Pareil, vous avez constaté vraiment un changement de comportement En global, oui. Quand je suis arrivé au club, on voulait faire une fête, tous les parents suivaient. Maintenant, pratiquement, on ne fait plus rien, puisque il n'y a plus cette convivialité d'avant. Moins d'esprit d'équipe aussi, peut-être? Si, non. On a par exemple une équipe U19 chez nous qui marche très bien. Et pourquoi elle marche très bien? Parce que les parents marchent très bien. Ils s'accompagnent, ils sont tous là, ils sont tous des copains. Et donc les enfants sont, je dis les enfants, c'est des U19, ils sont dans un environnement tellement bon que finalement ils sont bons, ils ont des bons résultats, mais il y a des bons parents. Et je reviens toujours sur les parents parce que pour moi c'est le moteur de la réussite des gamins. Ici, voilà, des parents qui disent rien, qui regardent, mais qui boivent un coup ensemble, qui mangent ensemble, et voilà. Donc il vaut mieux avoir des bons parents qu'un bon entraîneur. Il faut tout, je crois. Il faut tout. Il faut vraiment... moi, j'ai vu des équipes qui ont remporté des Coupes de la Loire et tout ça, parce qu'effectivement, il y avait l'ensemble. Il y avait les bons joueurs, le bon entraîneur, et le groupe de parents qui suivaient tous les matchs, et à l'extérieur aussi. Et donc, je crois que c'est ça. Par contre, pour en revenir un petit peu, moi, ce qui me rassure maintenant, c'est que quand même, on enlève les grillages autour des terrains de foot, et ça me fait plaisir. Déjà... on se rend compte qu'on n'est plus dans cette violence qu'on avait il y a quelques années, quand on reparle du Ezel, où là c'est sûr que c'est plus du foot, ou ce qu'on voit dans les pays brésiliens, ou je ne sais pas, où les gens envahissent le terrain. Et là maintenant, à l'ASS, on peut voir un match, il n'y a plus de grillage, pratiquement. Là, ça réconcilie quand même. Parce que je me dis, ça veut dire que les mentalités changent aussi. Ouais, puis je pense qu'aussi, après, il y a tout un travail, on a qui ont été en prison, etc. Puis, il y a un arsenal répressif aussi, je pense, qui a pas mal joué. Les caméras jouent un rôle aussi. Voilà. Et pour vous, quel était le moment finalement déclencheur où on est passé d'un football un peu sain, comme vous disiez tout à l'heure, à une surmédiatisation, à l'argent pour l'argent, quoi, finalement. Non, mais quand on voit maintenant que pour un but, on décortique le but pendant 5 minutes, dans tous les ans, c'est ça qui est pas bon. Parce qu'après, on se rend compte que l'arbitre, c'est vraiment le dernier des derniers. Mais il peut pas, lui, il réagit en une fraction de seconde. Et après, les caméras, elles zooment sur le gardien et tout. C'est pas la bonne caméra et tout. Donc, on est dans un truc de fou, quoi. Ouais, mais c'est marrant parce que moi, c'est vrai que, par exemple, tout le monde dit, tout le monde critique, par exemple, Paris Saint-Germain, les Qataris, tout ça, mais... il y a un côté, on ne peut pas s'empêcher aussi d'aimer ça, d'être content de voir des stars en Ligue 1. Donc, c'est pour ça, c'est pas évident, parce que c'est malheureux, si on n'a pas d'argent, on n'aura jamais aucune star. Donc tout le monde critique qu'il y ait trop d'argent, mais tout le monde est content de voir Zlatan. C'est un peu le dilemme. C'est étrange. Ouais. Donc, Supporter FC, qui est sorti quand? Il y a environ un mois. Qui est sorti il y a environ un mois. Vous avez d'autres projets d'écriture? Après, je vais retourner à mes premiers amours parce que j'écris sur... c'est mes premiers amours, ça d'ailleurs. J'écris pas mal aussi sur la musique, sur le rock français, donc je vais continuer un petit peu là-dedans. Puis on verra, peut-être que je ferai autre chose selon on va voir comment ça marche, etc. Sur la SS, peut-être plus centré sur la SS, sur des supporters, parce que c'est vrai que c'est... alors je comprends des fois que ça peut... comment dire, ça peut étonner certains ou que certains ne comprennent pas quand on voit qu'il y en a qui font 400-500 km pour aller voir un match. Même moi, ce que j'aime bien aussi, c'est pas que j'aime bien, mais disons que
il y a des gens dans le quotidien, pour eux, c'est vraiment leur bouffée d'oxygène. Ils vont s'identifier à une équipe. Voilà, mettons qu'ils ont un quotidien qui n'est pas terrible, etc. Et de voir cette équipe gagner, c'est un peu comme si eux, ils gagnent aussi. C'est pour ça que le foot aussi, quelque part, c'est aussi passionnel et qu'il y a autant de gens qui aiment. C'est parce que voilà, ça permet un petit peu de sortir de ce quotidien qui est parfois très dur, très écrasant. Et donc, entre guillemets, on n'est plus un loser. On commence vraiment à gagner avec son équipe. Donc, je pense que c'est aussi pourquoi ça exacerbe les passions. C'est parce que on veut... on se projette par rapport à notre quotidien. Et donc, une fois qu'on est dans les tribunes, on veut plus, on met ce quotidien derrière nous, puis on veut enfin gagner, quoi. Bon, après, il y a toujours des cons partout, etc., quoi. Mais je pense que pour beaucoup de gens, ça permet un petit peu, c'est vraiment une vraie bouffée d'oxygène, quoi. Et ces gens-là, pour moi, ces supporters, bien sûr, il y a trop d'argent, mais je pense qu'ils essaient de faire abstraction, justement, et de se concentrer vraiment sur le football, quoi. Alors, où peut-on trouver le livre ? En librairie ou sur le site internet des éditions de Finici. Et combien coûte-t-il ? C'est une bonne question, je le sais, 18 €. 18 €. Ouais. Très bien. Et donc, Gabriel, le FCO joue en honneur régional. Quel est le prochain match à domicile, j'imagine ? Le prochain match, ça va être la Coupe de la Loire et la Coupe Rhône-Alpes. Après la trêve, là, c'est la trêve pour le moment. Puis en plus, avec le climat qu'on a eu, donc tous les matchs ont été interdits. Mais voilà, ça sera les coupes. Ça aussi, c'est un beau challenge. Contre qui ? Vous avez déjà le tirage, non ? Non, c'est jeudi prochain le tirage. Bon. Eh bien, en tout cas... Par contre, en Coupe Rhône-Alpes, on a le tirage, ça va être Bourg-Péronas, oui. Ah, d'accord. C'est l'équipe 2 de Bourg-Péronas. Chez eux en plus, donc ça va pas être simple. Juste, si je peux me permettre... Donc du coup, là, les coupes, etc., les trajets, donc c'est le club qui paye, ça mange beaucoup sur le budget c'est pas trop chaud à gérer tout ça ? Au FCO, on a 3 véhicules, 9 places, donc 2 on est propriétaire, et le 3e c'est un partenariat avec Renault Fermini qui nous met à notre disposition à 9 places, donc on a 3 bus. Okay. À une époque, on avait même 4 bus à nous, donc qui permettait effectivement de transporter, alors uniquement sur Rhône-Alpes, les équipes de district, non. Mais ça permet de transporter les joueurs tous dans le même véhicule, enfin, ou 2 véhicules. Et la Fédération française vous rembourse ou c'est tout alors, votre poche ? Ils nous ont aidés à acheter les véhicules. D'accord. La Fédération. Et les trajets, c'est tout. D'accord. Mais par contre, après, oui, il faut un budget conséquent parce que quand vous recevez et que vous jouez en ligue, il faut payer 3 arbitres, il faut payer les sandwichs, les boissons. C'est pas la fédération qui paye les arbitres, c'est le club qui reçoit qui paye les arbitres. Après, il y a des péréquations, oui, mais il y a beaucoup d'argent à dépenser effectivement pour jouer au ballon. Ouais. Mais nous, à Fermigny, on a de la chance puisqu'on a une municipalité qui nous aide bien et qui nous permet effectivement de pouvoir assurer. Pouvoir continuer avec un filet, voilà. Quoi. Mais d'accord. Il faut d'autres partenaires. Mais vous avez ambition pour de monter plus haut ou on reste là ? Alors l'ambition, elle est double, c'est-à-dire que d'abord il faut les joueurs pour monter, et puis après il faut de l'argent. Parce que dès que vous allez monter en CFA2, il faut des contrats, et là il faut... Et ça peut être un frein justement, ces ambitions ? Bien sûr, oui, tout à fait. Ça vous freine, vous ? Oui, tout à fait. On a été freinés, on avait les ambitions de monter en CFA2 il y a quelques années, et puis on s'est rendu compte que financièrement on n'aurait pas pu, c'est trop difficile. D'accord. Trop difficile, oui. Eh bien, Gabriel et Pascal, merci d'être venus. Merci. Et puis, un prochain rendez-vous sur WELDEC TV. Merci.